Yuan Renminbi, future monnaie système mondial, acheter du yuan chinois pour le long terme. Chers amis, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, je vous donne une stratégie long terme. Non pas sur un an, non pas sur 2 ans, non pas sur 5 ans, ni même sur 10 ans, mais nous allons nous projeter à horizon 20 ans pour ce qui est la plus forte asymétrie structurelle du marché d'échange. Et dans cette vidéo, je vous explique tout pourquoi sur le très long terme, le yuan chinois peut tendre vers la place du dollar américain au sein du système financier, au sein du système monétaire mondial, alors que l'économie chinoise, d'un point de vue productif, et même par exemple d'un point de vue de l'agrégat du produit intérieur brut, PIB, PPA, à parité de pouvoir d'achat, a déjà dépassé les États-Unis de longue date. Mais l'économie chinoise est-elle réellement la première économie mondiale? Vous allez voir que ça se discute, ça dépend des critères. Par contre, sur le plan monétaire, là, il y a quelque chose à faire et c'est du très long terme. Donc je vous explique tout. Première partie, nous allons passer en revue le poids économique réel actuel de la Chine. Quel est son poids productif? Un peu de passé, un peu de présent, un peu de futur, et on compare à chaque fois avec l'économie des États-Unis d'Amérique. Deuxième partie, alors que l'économie chinoise, d'un point de vue productif, a un rôle désormais dominant, un poids dominant, ainsi que dans le commerce mondial, ce n'est absolument pas le cas d'un point de vue monétaire et financier. Elle n'est même qu'à la 5e place. Vous allez voir le poids réel du yuan dans tout, la facturation des matières premières, le commerce mondial, les marchés financiers mondiaux, le marché obligataire mondial, vous allez voir, c'est passionnant et c'est là où l'upside, il est énorme. C'est donc troisième partie, la monnaie la plus asymétrique. C'est pas une asymétrie qui va se résoudre dans un an, 2 ans, ni même 5 ans. C'est du très long terme pour le coup. C'est vrai que le poids des mots compte. Désormais, quand j'entends parfois des analystes parler de stratégie long terme, ils ont un horizon de 6 mois. Moi, là, j'ai un horizon de 20 ans et c'est là où c'est passionnant. Quatrième partie, le fonctionnement exact du yuan sur le FX. Bah oui, sur le marché d'échange, le Forex, le yuan n'est pas libre comme l'euro, le dollar ou le franc suisse sur le marché d'échange flottant. D'ailleurs, attention, il faudra bien distinguer le yuan chinois onshore CNY du yuan chinois offshore CNH. Comment sont-ils calculés? Sont-ils corrélés? Qui fait quoi? Qui facture quoi? Vous allez voir, là aussi, c'est passionnant. Je vous donne ensuite les conditions fondamentales à rassembler pour qu'à horizon 20 ans, le renminbi, le renminbi c'est le nom de la devise chinoise, ensuite vous avez le yuan onshore et le yuan offshore, on parle en fait de yuan renminbi, mais c'est la même chose, CNH, CNY, même si d'un point de vue technique c'est pas la même chose, c'est la même monnaie. Eh bien, toutes les conditions fondamentales pour envisager rattraper le dollar à horizon 20 ans, et bien sûr on va faire une analyse technique USD CNY, USD CNH. Chers amis, bienvenue nouvelle édition du Fast and Forex, stratégie long terme sur le marché d'échange yuan chinois. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Et c'est parti les amis, on attaque yuan chinois, CNY, future monnaie, système mondial, sachant qu'il y a encore beaucoup de chemin pour rattraper le dollar américain, mais ici c'est ce que nous recherchons, des stratégies long terme, une asymétrie structurelle boursière désigne, vous le savez maintenant, un déséquilibre durable, et n'allons pas trop vite, un déséquilibre durable entre l'offre et la demande sur un marché financier. Sur le long terme, plusieurs années minimum, je ne suis pas ici pour vous parler d'une stratégie sur 6 mois, mais une stratégie sur 20 ans. Le yuan renminbi chinois, en fait, le renminbi qui se décompose en yuan offshore et yuan onshore, et sans aucun doute l'asymétrie centrale du FX, Forex, marché d'échange flottant. Mais le yuan n'est pas encore totalement libre sur le FX, il est contrôlé par la Banque centrale de Chine. Malgré tout, faire le pari haussier de long terme de yuan est une stratégie pertinente. Un certain Vincent Gann vous explique tout. Et donc je mets le costume de Vincent Gann, ça y est, je suis Vincent Gann. Chers amis, bonjour, bienvenue. Effectivement, je vais vous expliquer en suivant toutes les parties qui s'affichent ici sous vos yeux, que je vous ai déjà décrit dans l'introduction. Et c'est pour cette raison que nous n'allons pas perdre de temps, car nous en perdons systématiquement trop. Car tu blablates trop, Vincent, je sais, mais j'aime ça en même temps. La Chine est la première économie mondiale productive. Alors attention, les amis. La Chine est certes la première économie mondiale productive. Par exemple, la Chine est 2 fois plus puissante que les États-Unis d'un point de vue de la production industrielle. Mais l'économie mondiale ne se résume pas au volume de la production industrielle. D'ailleurs, l'économie mondiale n'est pas que l'industrie, il y a aussi les services et d'autre part, il y a l'aspect
technologique. Et enfin, cela dépend des secteurs, sans oublier la puissance monétaire, la puissance financière, la puissance commerciale, les attributs de la puissance, les composantes de la puissance sont nombreux. Mais commençons par l'aspect production. Et vous allez voir qu'il y a une asymétrie incroyable entre ce qu'est la Chine actuellement dans la production mondiale et ce qu'elle est toute petite encore sur le marché des changes, dans la monnaie, les monnaies. Et oui, l'euro est supérieur, l'euro est plus grand, largement plus grand, le yen, même la livre sterling, alors que Perfide Albion ne pèse plus rien dans l'industrie mondiale, quasiment rien en tout cas par rapport à la Chine. Mais parlons quand même gentiment de nos grands amis britanniques. Partageons un destin commun avec eux. La Chine est la première économie mondiale productive et vous allez voir l'évolution et le passage de témoin entre les États-Unis et la Chine s'est fait récemment. Vous avez plusieurs agrégats et l'évolution année après année. Ici, la Chine, son poids en pourcentage dans le PIB mondial nominal. Bien sûr, quand c'est rouge, c'est la Chine qui est deuxième, quand c'est vert, c'est les États-Unis. Le poids ensuite des États-Unis dans le PIB mondial nominal. Ensuite, le poids de la Chine dans le PIB mondial PPA, le poids des États-Unis dans le PIB mondial PPA, le poids de la Chine dans la production industrielle et le poids des États-Unis dans la production industrielle. En 1990, il n'y avait pas photo. La Chine, c'était même pas 2% du PIB mondial, les États-Unis 26%. Même à parité de pouvoir d'achat, la Chine n'était qu'à 4%, les États-Unis à 20%. Au niveau de l'industrie mondiale, la Chine n'était qu'à 3% de l'industrie mondiale contre 25%. Regardez les places actuelles. Le turning point s'est fait entre 2010 et 2020. Désormais, en termes de PIB nominal, donc c'est en dollars courants, c'est surtout le poids de la devise. La Chine, c'est 20% du PIB mondial, les États-Unis, 30%. Ça, c'est le PIB nominal. Mais regardez les chiffres en PIB à parité de pouvoir d'achat. La Chine est désormais beaucoup plus puissante que les États-Unis. 20% du PIB mondial PPA contre seulement 15% pour les États-Unis. Et en termes de production industrielle, c'est pire. La Chine, c'est 32% de la production industrielle mondiale contre seulement 16% pour les États-Unis. Donc il y a une asymétrie productive majeure. Une asymétrie productive majeure, pourquoi? Parce que la Chine est encore un nain. Alors j'exagère un peu, elle est cinquième. La Chine est encore en retrait d'un point de vue monétaire et financier. Et je vous ai rassemblé dans ce tableau tous les critères qui comptent. Et je vais donner bien sûr mes sources. Tous les critères qui comptent. L'essentiel d'ailleurs de mes sources l'essentiel de mes datas proviennent de la Banque des règlements internationaux. Banque des règlements internationaux, bien sûr, c'est l'acronyme que je lis en français. Bank of International Settlements, et notamment de l'étude triennale, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales. Et là, vous avez toutes les datas. Je vais vous donner donc, alors, actuellement, le renminbi, qui se décompose en CNY et CNH, je vais vous expliquer pourquoi, est la cinquième monnaie mondiale. Donc vous avez vu que d'un point de vue industriel et d'un point de vue du PIB PPA, la Chine est largement première et largement devant les États-Unis, ce qui n'est pas le cas encore d'un point de vue du PIB nominal. Par contre, la monnaie de la Chine n'est que cinquième sur le marché des changes, derrière le dollar US qui écrase tout, derrière l'euro qui est un second solide, derrière le yen, derrière la livre sterling, anciennement monnaie star du monde entier, anciennement la monnaie leader, au temps de l'Empire britannique, de la domination industrielle de la Grande-Bretagne, et puis même après de sa domination financière, mais qui a fini par être rattrapée par la double domination industrielle et financière des États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce passage de témoin Royaume-Uni-États-Unis sera-t-il un modèle de passage de témoin entre la Chine et les États-Unis? C'est possible, mais la messe n'est pas dite, car les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot, et la domination du dollar est tellement incroyable, écrasante, sans appel, il n'y a pas photo. Le poids dans le marché d'échange mondial, le poids dans les paiements internationaux, le poids dans le commerce mondial, le poids dans la facturation du pétrole mondial, le poids dans la facturation des matières premières en général, le poids dans les réserves de change mondiales, le poids dans la dette internationale, le poids dans les crédits bancaires internationaux. Et là, c'est sans appel. Le dollar a 89% de part de marché sur le marché d'échange. Je vais illustrer cette ligne. Le dollar a 89% de part de marché sur le marché d'échange. Dollar US, ce sont les données qui viennent de la toute dernière étude triennale de la Banque des règlements internationaux. 89% de part de marché, 29% pour l'euro, 17% pour le yen, 10% pour la livre sterling, 9% sur le yuan qui finira, et donc le yuan qui a désormais dépassé le franc suisse, et le yuan qui dépassera bientôt
la livre sterling. Mais vous voyez qu'entre 9% de part de marché pour le yuan et 89% de part de marché pour le dollar, il y a du chemin à parcourir. Et là, vous avez donc la part de marché répartie donc par type de produit sur le marché d'échange. Et effectivement, on peut voir donc qu'en volume total, ici la colonne totale, eh bien, le chiffre du dollar américain écrase largement le chiffre du renminbi. Donc le renminbi, c'est la devise chinoise que vous décomposez en yuan onshore et yuan offshore, CNY, CNH. J'arrive, dollar US, euro, yen, livre sterling, renminbi. Mais le franc est derrière désormais, alors que pendant longtemps, le franc était quand même encore au-dessus du renminbi. Donc, il n'y a pas photo. Le dollar, c'est 55% des paiements internationaux, contre seulement 3% pour le yuan. Alors que la Chine est pourtant la première puissance commerciale mondiale, eh bien, malgré tout, le commerce se fait en dollars. La Chine est la première puissance commerciale mondiale. C'est elle qui exporte le plus, c'est elle qui importe le plus. Mais le dollar, c'est 50% de la facturation du commerce mondial. C'est seulement 5 à 8% pour le yuan. La facturation du pétrole, on n'arrête pas d'en parler, la dédollarisation, ça me fait marrer, ça me fait rigoler. Le pétrole est facturé à 80% en dollars, à peine à 2 à 5% en yuan. Alors bien sûr, il y a une progression, il y a une asymétrie. Comparez tous ces chiffres, et je ne vais pas tous les lire, mais vous avez ici des critères qui sont super intéressants, mais j'ai trouvé que la facturation de pétrole était super intéressante, mais aussi le poids dans le marché obligataire mondial. 60% des obligations mondiales sont mises en dollars, à peine 2 à 3%, et ça c'est la clé, c'est le premier marché financier du monde, le marché obligataire. Seulement 2 à 3% en yuan. Mais quand vous comparez ces chiffres du poids du yuan par rapport au poids économique réel et productif actuel de la Chine, vous vous dites, c'est pas possible. Tous ces chiffres-là vont forcément continuer d'augmenter. Et oui, tous ces chiffres-là vont continuer d'augmenter, mais il va falloir que les choses soient faites de manière intelligente. Et donc c'est pourquoi, sur le très long terme, bien sûr que le yuan va continuer de grappiller des parts de marché sur le dollar américain. En tout cas, effectivement, le poids monétaire du yuan est ici donc complètement en retrait. Et vous avez beaucoup de critères qui sont super intéressants. Et je pense que le critère, notamment le poids des monnaies dans les émissions de dette mondiale et dans la facturation de pétrole sont décisifs. Alors on peut voir que l'euro est fidèle second, puisque vous avez quand même 20% de la dette mondiale qui est émise en euros. Donc c'est beaucoup plus que les 2 à 3% de la Chine. Mais disons que ça écrase quand même tout. Le dollar continue d'écraser tout. Donc sans ambiguïté, les États-Unis ont pour eux la puissance financière écrasante. Alors une asymétrie structurelle, c'est quoi? Là, bien sûr, ça vous rappelle le slide que je vous ai proposé la semaine dernière. Une asymétrie structurelle, le décalage massif entre une demande structurelle et une offre contrainte. Et là, donc, l'asymétrie structurelle, elle est massive pour le yuan. C'est une asymétrie entre la réalité productive, la réalité macroéconomique, la réalité de la place de l'économie chinoise dans le système productif mondial et dans le commerce mondial. Un décalage massif avec ce qu'est la place de la Chine dans le système monétaire mondial et le système financier mondial. Cette asymétrie, elle va diminuer, car petit à petit, le yuan gagne en importance, ne serait-ce que parce que maintenant, vous savez que la Chine est la première puissance commerciale mondiale, mais elle le fait en dollars. Parce qu'en face, les clients, ils n'ont pas envie que ça se fasse en yuan. Ça commence un peu à changer. Parfois, le pétrole peut être réglé en yuan. Il y a des choses qui se font, mais c'est extrêmement naissant et c'est dans le cadre de relations bilatérales, par exemple entre la Russie et la Chine. Et l'objectif de long terme de la Chine, pour ravir vraiment la première place mondiale, c'est-à-dire pas uniquement la première place productive, mais ravir la première place mondiale aux États-Unis sur tous les plans, c'est année après année d'internationaliser le yuan renminbi, tout en conservant un contrôle sur les flux de capitaux et le taux de change, parce que vous allez voir que le yuan ne cote absolument pas de manière libre sur le marché d'échange flottant. Et l'idée, c'est, sur le très long terme, d'avoir une monnaie mondiale sans pour autant abandonner le contrôle financier interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, cette asymétrie dégressive de long terme, moi je suis persuadé que les choses vont se mettre en place, ce ne sera pas le cas dans 5 ans. Vous allez voir que dans 10 ans, par rapport à tous les critères que je vous ai montrés à l'instant, les critères que je vous ai montrés ici, dans 10 ans, clairement, c'est encore le dollar qui continuera de dominer la plupart ici de ces critères.
commerce mondial, paiements internationaux, pétrole, matières premières, réserves de change. Tiens, regardez le critère des réserves de change. Dans les réserves actuellement, 57% des réserves de change sont en dollars, 20% en euros, seulement 2% en yuan. Mais cela, ça va prendre énormément de temps pour que les pays du monde entier souhaitent que leurs réserves de change soient en yuan. Mais quand tous ces critères vont commencer à basculer, petit à petit, la Chine prendra davantage de poids d'un point de vue financier et donc d'un point de vue global. Mais cette transition va prendre du temps. C'est pourquoi j'estime que là, nous sommes qu'en phase initiale, qu'il y a cette asymétrie et qu'il y a quelque chose à jouer sur le très long terme, sur le yuan. Le fonctionnement du yuan sur le marché d'échange, le FX, c'est un fonctionnement très particulier. Le yuan chinois, à la différence du dollar américain, de l'euro, du franc suisse, du yen, etc., de la livre sterling, ne cote pas de manière libre sur le marché d'échange flottant que l'on appelle Forex. Chaque jour, la Banque centrale de Chine fixe un point médian qui s'appelle le fixing. Et le yuan est autorisé à évoluer dans une fourchette de 2%, plus ou moins 2%, le point médian, plus 2%, moins 2%, par rapport à ce fixing. La Banque centrale peut intervenir à sa guise. En réalité, la Banque centrale de Chine contrôle tout. Elle contrôle les capitaux. C'est d'ailleurs pourquoi les capitaux internationaux ne vont pas massivement sur les actifs en yuan. Parce qu'il y a toujours le stress de ne pas pouvoir récupérer ses fonds si les sorties de capitaux sont bloquées. Il y a des quotas pour les investissements étrangers. Le marché obligataire chinois, il est essentiellement fermé à la finance mondiale. Alors que tout le monde achète des obligations US. Et c'est ça la principale différence. Mais vous savez, le jour où la Chine va déclarer que son marché obligataire est ouvert au monde entier, voilà, vous allez voir la part du yuan exploser. Donc il n'y a pas que l'aspect facturation du pétrole. Et je vous ai montré que dans l'aspect facturation du pétrole, le dollar écrase encore tout. Le CNY, c'est une monnaie domestique régulée, pas une devise de marché globale. Donc 2% au quotidien par rapport au fixing. Alors il y a par contre une différence entre le CNY et le CNH. Yuan onshore CNY et Yuan offshore CNH, et il faut bien comprendre quelle est la part de chacune de ces devises, notamment dans le commerce mondial. Déjà, première chose, le Yuan onshore et le Yuan offshore, c'est la même réalité. Cette réalité, c'est le renminbi. RMB, c'est la monnaie chinoise, mais qui se décompose en deux arêtes. Le Yuan offshore CNY, c'est celui de la Chine continentale, directement contrôlé par la Banque centrale de Chine, avec énormément de limites, de contrôle, il sert à l'économie domestique. Et vous avez le yuan offshore, CNH, qui cote essentiellement à Hong Kong, mais aussi à Singapour et à Londres, complètement libre sur le FX. Il est complètement libre sur le FX, comme l'euro, comme le dollar. Alors vous allez me dire, pourtant, comment ça se fait, Vincent? Parce que quand je regarde, et vous avez raison, quand je regarde, eh bien, l'USD CNY ici et l'USD CNH, c'est le même graphique, effectivement, USD CNH, même graphique que USD CNY. USD CNY, même graphique que USD CNH. Parce que dans les faits, en fait, ils sont corrélés. Dans les faits, ils sont corrélés. Donc, le CNH est effectivement beaucoup plus libre, en tout cas à travers les mouvements de capitaux, mais en réalité, sa tendance est extrêmement proche de celle du CNY. Donc, au final, c'est quand même la Banque centrale de Chine qui contrôle le change. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe dans les faits, dans le commerce mondial, parce que vous savez que la Chine, elle est première puissance commerciale mondiale, mais c'est en dollars. Mais il y a une partie de son commerce qui est en yuan, et cette partie de ce commerce qui est en yuan se fait essentiellement en CNH, le yuan offshore. Les clients ont plus confiance d'avoir des CNH que des CNY, parce que le CNY, eh bien, il y a des contrôles de capitaux, la devise est contrôlée, il y a une forme de stress par rapport à une monnaie totalement libre. Lorsque vous faites l'addition donc du CNY et du CNH, vous obtenez le renminbi et ça donne environ 4 à 7% du commerce mondial. Je vous ai montré en début de vidéo que le dollar américain, que plus de 60% du commerce mondial était facturé en dollars US. Donc là, il y a une asymétrie qui est majeure et cette asymétrie va se réduire. Le renminbi peut-il rattraper le dollar américain d'ici 20 ans? Oui, moi c'est la stratégie que je vous propose, mais pour cela, il faut rassembler un certain nombre de conditions. Ces conditions sont essentiellement réglementaires et vont se mettre en place step by step, année après année. Donc, quelles sont ces conditions? J'estime qu'il y en a plusieurs et je vous ai fait ici un top 5. Première condition pour que le yuan obtiennent cette stature internationale, c'est l'ouverture complète du marché financier chinois. Ouverture complète. Pouvoir acheter librement et vendre librement des actions chinoises. Là, pour le coup,
c'est la condition minimum pour devenir une monnaie de réserve mondiale. Ensuite, la convertibilité totale du yuan, fin du contrôle des capitaux. Jamais, si vous voulez, la haute finance mondiale va aller massivement s'investir sur des actifs en yuan, des actifs en CNY, si la monnaie continue d'être contrôlée comme ça au quotidien par la Banque centrale, avec ce système de points médians et de fixing. Il y a toujours une crainte que les capitaux soient bloqués, en tout cas avec un change manipulé. Ce n'est pas le cas du dollar. La Fed n'intervient jamais sur le marché des changes directement pour agir sur le taux de change du dollar. Bien sûr qu'elle l'influence à travers sa politique monétaire, mais il n'y a pas d'intervention directe. Ensuite, troisième condition majeure, la création d'un marché obligataire vraiment libre, accessible, transparent. Et c'est vraiment ça, probablement, qui aussi est important. Peut-être même au final que j'aurais dû mettre le marché obligataire à la première place et pas le marché action, car comme je vous l'ai montré en début de vidéo, le dollar domine le marché obligataire mondial. Le capitalisme ne fonctionne pas sans l'émission de dette obligataire. Et actuellement, eh bien, la dette obligataire mondiale, elle est en dollars à 60%, vous avez vu, elle est en euros à 20% et elle est à peine à 2-3% en yuan. Mais le jour où le marché obligataire chinois sera ouvert au monde entier et où vous allez avoir, ça c'est la première étape, et la deuxième étape, que de nouvelles dettes, pourquoi pas même des dettes étrangères soient émises en yuan, là derrière, la part du yuan va augmenter de manière significative. Bien sûr, la facturation des matières premières et du commerce mondial en renminbi. Et là, pour le moment, même s'il y a des cas particuliers, eh bien, le dollar écrase tout, notamment pour la facturation du pétrole. Et bien sûr, de manière générale, la confiance institutionnelle, c'est-à-dire stabilité juridique, financière et politique chinoise, quelque chose qui soit libre, avec pas le risque de contrôle ou de blocage des capitaux. C'est vraiment la condition, si vous voulez, critique pour pouvoir envisager de rivaliser en termes de confiance, pour rivaliser avec la confiance qui est actuellement accordée avec le système financier américain. Vous voyez bien que toutes ces conditions, elles sont essentiellement d'ordre réglementaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. La Chine a déjà son économie productive numéro 1. La Chine est déjà un géant technologique, un géant économique, va continuer d'être leader dans ce domaine-là. Pour l'aspect monétaire et financier, c'est surtout une étape réglementaire. Et ça, c'est elle qui peut décider de mettre les choses en place. Donc, finalement, c'est assez simple et cela se fera année après année. Et avec cette augmentation du poids du yuan dans les différents critères que je vous ai exposés, notamment dans le commerce mondial, le marché obligataire ou la facturation de matières premières, oui, le yuan ne peut que se renforcer sur le long terme et notamment face au dollar américain. Alors qu'est-ce que ça veut dire un yuan se renforcer sur le long terme et notamment face au dollar américain? Nous allons passer sur le graphique de l'USD-CNY et de l'USD-CNH. Donc vous allez voir que ce sont les mêmes dynamiques. Au passage d'ailleurs, le yuan est en hausse depuis donc le début des opérations militaires contre l'Iran le 27 février dernier. L'USD-CNY est en baisse. Donc le yuan continue de se renforcer face au dollar américain. Donc chaque jour, vous voyez le graphique de très long terme, depuis la fin des années 90, le yuan ne fait que se renforcer. Pourquoi? L'USD-CNY est passé de 8, il est tombé jusqu'à 6, il est remonté à 7,32, là ça rebaisse. Donc si l'USD-CNY baisse, c'est que le yuan se renforce. Si l'USD-CNY baisse, c'est que le CNY gagne en valeur. Et sur le très long terme, il y a clairement un mouvement ici, première jambe de baisse, il y a ici une espèce de jambe de retracement, A, B, et moi clairement j'ai ce scénario d'une troisième jambe de baisse. En tout cas là, avec le rejet et le triple top qu'il y a eu à 7,32 au minimum, revenir chercher ici la zone des 6 et des 6,30. Mais sur le très long terme, avec l'internationalisation du dollar, du yuan, ce seuil-là ici sera fini par être cassé sur le yuan renminbi. Donc moi, ma stratégie très long terme sur l'USD-CNY, c'est un taux de change qui finira par basculer sous 6, vers 5, vers 4, vers 3, c'est-à-dire que le yuan permettra d'acheter de plus en plus de dollars, le dollar permettra d'acheter de moins en moins de yuan. Et là, en plus d'un point de vue technique, il y a une belle structure en triple top, le minimum légal, et d'un point de vue technique, de revenir chercher cette zone-là. Là, c'est une zone que je vous donne sur plusieurs mois.
Sur le très long terme, 20 ans, bien sûr, l'idée c'est d'aller en dessous de cette zone sur l'USD CNY. Voilà, chers amis, je voulais donc vous présenter cette asymétrie que je juge majeure sur le marché des changes, avec forcément, je pense, un gros potentiel haussier sur le renminbi à horizon long terme, je dis 20 ans. C'est l'histoire de ligne durée très long terme, mais c'est assez crédible parce que tous ces changements réglementaires, et derrière, vous avez vu le poids actuel du dollar, pour que le yuan le remplace, ou atteigne une part égale, cela prendra du temps. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.